Alors, bonjour à tous. Il va être l'heure de commencer cette conférence donnée aujourd'hui par M. Alain Liard, qui est géologue. Il a 30 ans d'expérience et de mise en œuvre de solutions techniques en gestion des ressources et de l'environnement, tant dans le domaine de l'hydrogéologie, la géotechnique et des contaminants dans l'environnement. Cette expérience professionnelle est acquise en partie dans un cadre corporatif impliquant la gestion environnementale des actifs de l'entreprise et la gestion de la recherche et développement, et en partie dans un rôle de consultant dans plusieurs régions du pays et à l'étranger. Depuis 2001, il agit comme directeur général et secrétaire de l'Ordre des géologues du Québec. Donc, aujourd'hui, sa présentation a pour titre « Étude de contamination environnementale complexe dans la région de Magog en 1998-2007, ou quand la rigueur scientifique fait défaut et ses conséquences ». Donc, je laisse la parole à M. Liard. Ça et sécurité. Non, laissez-moi peut-être. Ici, Oui, ici, comment ça. t'as ici? Non, je vais être debout juste ici. Si je vois si c'est. Ça s'oriente comme ça ou pas? Bon, pendant qu'on essaie d'organiser la mécanique, je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes ici. Ma présentation, je l'ai faite essentiellement visant les étudiants qui sont surtout aux études supérieures, donc qui vont se lancer en carrière professionnelle. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de professionnels qui assistent aussi à cette présentation-là. Donc, je regardais les noms des personnes qui s'affichent. Je connais plusieurs des personnes. Alors, à toutes ces personnes-là, je vous salue. Je suis heureux que vous soyez là pour écouter. Puis, je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer, puis de vous apprendre quelque chose ou de vous faire rappeler certaines choses que vous savez déjà. J'ai préparé cette présentation-là. C'est un peu un défi d'essayer de présenter ce que je vais vous présenter parce qu'on parle d'une suite d'études complexes qui s'étendent sur plusieurs années. Il y a énormément d'informations qui ont été accumulées et traitées. Et c'est certain que dans le temps qu'on a, on n'ira pas dans les détails. Je vais essayer de vous passer surtout certaines grandes lignes de ça. Et quand on parle des études, le cas présent, on parle d'études réalisées par le ministère de l'Environnement. C'est les dossiers publics. Il y a aussi des études réalisées pour le compte d'une entreprise privée qui s'appelle Intersan et avec un consultant environ. Ces personnes-là ont donné la permission que je divulgue quelques informations qu'il y a là-dedans. L'information du ministère qui est ici, c'est toute l'information publique. Donc, c'est ce qu'il y en est. Pour ce dont je vais traiter, ça découle d'une étude qui avait été publiée en 2001 par le ministère de l'Environnement. J'avais donné, avec l'annonce, j'avais donné le document. Si certains d'entre vous l'ont lu, tant mieux, parce que je vais vraiment passer rapidement sur beaucoup de détails de tout ça. Bon, ce dont on parle, je vais vous parler un peu faire une petite mise en situation du dossier. On va essayer de synthétiser les données du dossier initial. Je vais vous faire un cours POP 101. Je peux parler de la problématique technique auquel les consultants étaient confrontés. On va passer très vite sur la nature des travaux faits et des résultats, puis quelques leçons qu'on peut en tirer. Et ça, c'est un scénario, c'est une histoire qui a été médiatisée au début. Il y a même eu le ministre en titre à l'époque qui a fait une conférence de presse sur ce sujet-là. On parle de rapports d'autorité, c'est des rapports du ministère de l'Environnement sur des sujets complexes. On parle de conflits autour d'un projet d'enfouissement. C'était intéressant qu'il y avait un projet d'agrandissement de cet enfouissement. Ça, c'est des dossiers assez publics et publicisés. Il y avait des inquiétudes de la population environnante à cause de ce qui était publié sur les contaminants environnementaux. Et tout ça a fini de façon heureuse, plus ou moins dépendant, comme vous voyez, devant le BAP en 2007. Et les acteurs, on parle de diverses entités du ministère, on parle d'entreprises de gestion de déchets, des consultants et des laboratoires.
et les publics et les médias. Donc, il y a bien du monde qui sont mêlés ce soir-là. Ah, il faut garder la souris sur la flèche. Bon, ça, c'est un extrait d'une présentation du ministère de l'Environnement. J'ai juste retenu quelques diapos. Présentation qui a été faite en 2002, c'était suite à la publication du rapport Mildeman, qui parle des sources de contamination des lacs Magog, Lovering et Massawippi. Je vais cliquer ici. OK. Je vais vous laisser la souris. Je fais un signe parce qu'il faut vraiment regarder où est la souris pour cliquer correctement. C'est une version suivante qui m'occupe de faire. C'est bon. OK, donc, dans leur présentation, on nous parle de contamination de poissons dans les lacs Magog par les BPC. C'est les études qui avaient été faites à la fin des années 90. C'est dans le cadre d'études de l'écosystème qui sont faites régulièrement par le ministère dans diverses régions du Québec. Ça, c'est des études qui avaient été faites dans ce secteur-là. Ils avaient rapporté ce qu'ils appelaient des teneurs élevées de BPC dans les poissons. OK? Et avancé. Et suite à ça, ils ont fait des études plus poussées après 96 pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en était, quelles étaient les sources de contamination. Et dans leur présentation en 2001, dans ces rapports-là, ils disaient qu'ils avaient identifié pour les lacs Lovering et Massawippi, parce que là, on parlait d'un ensemble de lacs Magog, etc. Là, j'ai juste retenu l'information sur ça. On avait identifié le site d'enfouissement sanitaire qui se drainait vers le ruisseau sans nom, comme étant la source suspectée pour la contamination du lac Lovering. Et pour d'autres sites, il y avait d'autres sites d'intérêt. On continue. Alors, on avait, dans le cadre de leurs études, ce qu'ils rapportaient, ce qu'ils présentaient, c'est qu'ils avaient fait des travaux réalisés en 2001 pour confirmer les sources suspectées et vérifier l'influence du lieu d'enfouissement sur l'eau souterraine et l'air ambiant à proximité du LES. Ça, c'était clairement identifié comme étant les objectifs de leur étude. Je ne vous présenterai pas beaucoup de cartes, alors je vous invite à juste porter attention. Est-ce que j'ai un pointeur? On va prendre la flèche. OK. Vous voyez, ici, on parle de la zone vraiment qui nous intéresse, c'est le lac Lovering. Et quand on parle d'un site d'enfouissement, le S est là, qui est à cheval sur le bassin de drainage du lac Lovering et d'autres ruisseaux par là. On parle des autres lacs autour, ça c'est le lac Memphremagog, le lac Massawippi ici, lac Magog là. Et donc ça, c'est l'environnement qu'on a. Sur cette carte-là, vous voyez les stations d'échantillonnage d'eau de surface et de sédiments qu'on a autour. Donc, vous voyez tous les points d'échantillonnage. Il n'y en a pas un grand nombre. On reviendra là-dessus tantôt. Plus en détail, voici juste un close-up, un agrandissement pour, vous voyez en rouge, c'est le site d'enfouissement lui-même, l'empreinte du site d'enfouissement. Et tantôt, je parlais de bassin de drainage. Si ils ont retenu ça, quand on parle du site d'enfouissement ici, le drainage naturel avant tout travaux coupe à peu près ici. Donc, au nord, ça coule par là, ici, ça coule par là. Et ce qui se draine vers le sud, ça s'en va vers une zone marécageuse et éventuellement, ça se draine dans le lac Lovering. Et tout près ici, à cet endroit-là, il y a un étang. Là où le chemin traverse, les castors sont intelligents, ils ont utilisé le remblai de chemin, ils ont fait un barrage. Et ça fait un étang qui fait une rétention d'eau naturelle, ce qu'on appelle l'étang castor, qui est une des suites des études. Vous voyez ici encore des sites. Ça, c'est plus de détails autour du site, avec les positions des puits d'observation qu'il y avait autour du site. Et je parle de puits d'observation et tout ça, je vous parlerai très peu d'eau souterraine dans le reste de la présentation. On va en parler très brièvement, mais ce n'est pas la problématique de ce secteur-là et vous comprendrez pourquoi. OK, alors, les travaux avaient été faits à l'été et l'automne, puis eux, ils disaient que ça permettait de confirmer
mettre en évidence les sources de contamination. Ça, c'était les conclusions de leur étude. Et pour le lac Lovering, ils faisaient un lien clair avec le lieu d'enfouissement sanitaire en ajoutant que les eaux de rejet de lixiviation traitées avant 1997 étaient une source importante de contamination. On parle de BPC dioxyde. La raison de ça, c'est que en 1997, le site d'enfouissement avait cessé de rejeter les eaux traitées du site d'enfouissement, de les rejeter dans le ruisseau. Il les envoyait à un traitement à l'extérieur après 1997. Donc, le ministère disait, bon, mais on ne l'observe pas maintenant, mais avant 1997, c'était une source importante. Et néanmoins, il concluait que ça demeurait une source active de contamination du lac Lovering, avec divers indices qu'il rapportait. Et il disait aussi, en plus, que d'après eux, les BPC et dioxine furane qu'on observait dans les lixivias du site d'enfouissement provenaient en partie, mais pour eux, c'était probablement la source principale, des boues municipales et industrielles qui sont enfouies. Néanmoins, quand ils ont regardé les qualités, vous avez vu tantôt la carte qui montrait des puits d'eau souterraine, des puits d'alimentation qui avaient été échantillonnés au voisinage, et les piézomètres qui ont été envoyés, échantillonnés aussi sur le lieu. L'analyse de l'eau souterraine montre que les teneurs sont inférieures aux critères. En fait, on est des traces de traces. Il n'y a pas d'évidence de contamination de l'eau souterraine pour ces paramètres-là. Même chose pour les résidences, on disait que c'était largement inférieur aux recommandations. C'est clair, c'était des traces qu'on observait dans les échantillons et l'origine ou la signification de ces traces-là, rendu à ce niveau de traces-là, on commence à se poser toutes sortes de questions sur les protocoles d'échantillonnage, sur les chaînes, etc. Puis on n'ira pas là aujourd'hui. Pour les poissons qui étaient le signal d'alarme, les données qu'on avait sur les poissons, on donne des teneurs en BPC sur les poissons qui avaient été prélevés dans les 4 lacs voisins. En fait, je n'ai pas le lac Magog ici. Là. On parle des teneurs qui varient dans certaines gammes. Vous voyez les chiffres. Et les chiffres, donc, le nombre de poissons n'est pas énorme. Donc, vous voyez les chiffres, vous voyez les nombres, je reviendrai là-dessus tantôt. Tout ça, c'est en deçà, comme dit tantôt, c'est en deçà des critères d'avertissement pour les limites à la consommation humaine. Donc, ces teneurs-là, dans les poissons, ça ne donne pas lieu à des avertissements par rapport à la pêche sportive. Bien qu'il y ait des avertissements par rapport à la pêche sportive dans ces lacs-là, mais c'est par rapport au mercure. Ça, c'est pour les mêmes valeurs pour les choses. Donc, c'est ce qu'ils disaient dans le ministère, dans leur présentation, disait que les niveaux de contamination étaient inférieurs aux critères de protection pour la santé humaine, pour l'eau et puis l'air. Donc, pas de gros problème. Néanmoins, il concluait qu'il fallait faire des interventions pour réduire les rejets des substances toxiques dans l'environnement. Et dans les recommandations qu'ils avaient faites, il y avait des recommandations pour d'autres territoires, d'autres études, mais là, je me limite à ce qui concerne le site d'enfouissement. On demandait que pour le lieu d'enfouissement sanitaire, il y ait diverses mesures qui soient mises en place pour éliminer le rejet. Puis l'exploitant avait des délais pour soumettre son plan de travail. Et avec les mesures de contrôle, l'exploitant devait mettre en place un programme de suivi environnemental afin d'avoir une surveillance rigoureuse des substances rejetées. Okay? Puis le suivi s'appliquait essentiellement aux eaux de surface et aux eaux souterraines. Et il devait aussi faire une analyse des sédiments à l'aval du site. Et quand on parle d'aval, on parle de l'étang Castor dont je vous ai montré la situation tantôt.
Donc, on parle de polluants organiques persistants. Ceux de l'auditoire qui travaillent depuis longtemps sont certainement familiers avec ces choses-là. Ceux qui sont dans leur cadre de formation universitaire, vous avez peut-être entendu parler des BPC, des dioxines et des furanes. C'est pas entièrement évident, je vais juste donner quelques détails. On parle des BPC, c'est des biphényles polychlorés, donc on parle de 2 à 10 chlores sur les molécules. Quand on dit dioxine, en fait, on parle de polychlorodibenzodioxine et de polychlorodibenzofurane, qui ont 2 à 8 chlores dans ces molécules-là. C'est des familles chimiques. Pour les BPC, on parle de 209 congénères, dont 12 sont jugés toxiques. Pour les PCDD, on parle de 75 isomères, dont 7 sont jugés toxiques. Et pour les PCDF, on parle de 135 composés avec 10 d'intérêt toxique. Vous avez la première, celui du haut, le graphique du haut. Ce graphique-là, ça, c'est la structure chimique du PCDD, les dioxines chlorées. En fait, quand on parle de dioxine, là, le centre de ça, là, ce cycle-là avec les 2 origènes, ça, c'est une molécule de dioxine. Alors, on a des cycles benzoïques de part et d'autre. C'est pour ça qu'on parle, en fait, des dibenzodioxines. Et on a les molécules de chlore qui peuvent se substituer à l'hydrogène aux positions externes. Et donc, c'est les positions 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. C'est la nomenclature utilisée. Même chose, ça, c'est du benzofurane, avec substitution de chlore en périphérie encore. Le furane a un seul oxygène par rapport à 2 pour les dioxines. Et ça, en bas, c'est les PBC ou les BPC. Je me mélange toujours avec les acronymes français et anglais là-dedans. Et cette molécule-là, il y a possibilité de 10 atomes de chlore qui peuvent être liés à ça. Et quand on parle de toxicité de ces substances-là, la substance la plus toxique de ces familles-là, c'est le 2, 3, 7, 8 TCDD, le trichlorodibenzodioxine, avec des chlores aux positions 2, 3, 7, 8. Et toutes les autres molécules de cette famille-là qui ont une substitution à ces positions-là ont une toxicité. Et quand on parle des furanes, ce n'est pas exactement la même structure, mais on recherche à peu près les mêmes positions. C'est une géométrie similaire. Je n'essaierai pas de vous décrire l'action chimique toxique, je ne la connais pas. J'ai déjà lu des choses là-dessus, mais ce n'est pas ma spécialité. Et on se réfère, quand on parle de toxicité de ces produits-là, il existe des études qui ont été faites, c'est assez volumineux le travail qui a été fait dans ces dossiers-là. Et il y a une table que je vous produis ici qui vient de l'OMS, 97. Donc, tous ces travaux-là, c'est des années 90, ça monte des années 70, les études de toxicité de ces produits-là. Et quand on parle de 2, 3, 7, 8 TCDD, c'est toxicité 1. Et les autres molécules ont une toxicité qui diminue jusqu'à 1/10 millième de ça. Et la molécule la plus commune dans l'environnement des dioxines chlorées, c'est la dioxine à 8 chlore. Et sa toxicité est 1/10 millième de celle de la dioxine la plus toxique. Et quand on parle d'1/10 millième, on est rendu à quelque chose dont la toxicité est relativement faible. C'est presque comme du sel de table. Le sel de table, c'est toxique aussi. OK. Donc, ces produits-là, quand on parle des BPC, c'est des produits de synthèse fabriqués de 1930 à 1980. On parle de 10 milliards de kilos de produits dans cette période-là. Et multiples de 10 milliards, je ne sais pas, c'est peut-être 20, 30 milliards.
les chiffres exacts ne sont pas bien connus. Et les utilisations, c'est toujours un mélange. Quand on parle de BPC, c'est jamais une molécule unique, c'est toujours un mélange. Et c'est des mélanges qui, dans leur utilisation, c'est des fluides et c'est utilisé comme isolant, disons les propriétés, c'est isolant, caloporteur, ignifuge, et c'est utilisé dans les équipements électriques, dans les circuits hydrauliques. Ça a été aussi utilisé dans des peintures, dans de l'encre, dans des plastifiants, une foule de produits. C'était miraculeux ce qu'on peut faire avec ces produits-là. Donc, il y a énormément d'utilisation qui a été faite de ça. On peut deviner que la distribution dans l'environnement n'est pas aussi simple que juste les transformateurs. Pour les PCDF, c'est des produits accidentels. C'est pas produit intentionnellement. Ça n'a aucun usage, pas de fabrication volontaire. Et ça vient soit de combustion incomplète en présence de chlore. Et quand j'ai en présence de chlore, le chlore est presque toujours présent dans l'environnement lorsqu'on brûle quelque chose. Et donc, ça peut être l'incinération de déchets, qui est une des plus importantes sources. La sidérurgie, l'écobuage, le brûlage de broussailles. La fumée de cigarette génère des dioxydes, ou contient des dioxydes, etc. Et il y a des procédés chimiques qui sont mal contrôlés. Il y a, pour ceux qui se rappellent l'histoire, l'agent orange comme herbicide utilisé au Vietnam, il était contaminé par les dioxines, et la pire des dioxines, le 2, 3, 7, 8, et c'était un accident de réaction chimique plus ou moins bien contrôlée en fabrication. On trouvait des chlorophénols des chlorofuranes dans les pentachlorophénols. On avait aussi du TCDD qui était produit par le blanchiment de pâte de papier au chlore. On en trouve dans divers produits chimiques comme ça de réaction en traces non intentionnelles. Propriétés physiques, je ne vous demande pas de lire ce tableau-là. Là, j'ai juste rapporté les propriétés physiques de certains produits de BPC. Et les BPC, c'est des produits commerciaux. Donc, c'est des mélanges, et chaque mélange a une nomenclature. Là, j'ai repris dans ce tableau-là la nomenclature qui vient de Monsanto, qui était producteur nord-américain, mais il y avait des producteurs en Allemagne, d'ailleurs, je crois que tel producteur, il y en avait en France, il y en avait dans beaucoup de pays. Et on parle de produits qui peuvent avoir comme 21 de chlore dans la masse du produit, jusqu'à 70 de chlore. Les produits utilisés sont tous liquides, acéreux. C'est des produits qui sont peu volatiles, que l'inflammabilité est très faible. C'est pour ça qu'on les apprécie, ces produits-là. Et c'est très peu soluble dans l'eau, très soluble dans les hydrocarbures ou dans les solvants organiques. C'est aussi des molécules qui ont une préférence pour les solides. Donc, si vous avez dans l'eau, dans un solide, dans un liquide quelconque, qui a un solide disponible, ils vont tendance à se coller sur le solide. Fait que vous pouvez tout de suite deviner l'impact sur la migration de ces produits-là. Je ne vous présente pas les propriétés des dioxines et furanes. Il existe de la littérature là-dessus. On peut dire que c'est similaire au BPC, des substances semi-volatiles, à peu près pas solubles dans l'eau. Et juste pour vous montrer, là, c'est quand on parle des BPC, souvent quand on parle de ces produits-là et en les analyse, on va parler de, je vous disais tantôt qu'il y avait 209 BPC, et on parle des 10 classes, ça veut dire que 1 chlore, 2 chlores, 3 chlores, c'est la nomenclature qu'on utilise. Et quand on fait l'identification des BPC, vous pouvez avoir une analyse laboratoire qui vous donne BPC totaux X. Ça ne coûte pas trop cher cette analyse-là. Si vous voulez savoir ce que vous avez entre les mains, vous faites une analyse qui identifie les espèces de BPC, les 209 espèces. En fait, je dis qu'il y a 209 qui existent, on ne les trouve pas toutes. Mais néanmoins, donc, tout ce qui est présent, vous pouvez avoir une analyse en GC à haute précision qui va vous donner la quantification pour chaque espèce. Et quand on traite ces données-là, et quand on veut analyser les résultats environnementaux, il y a des pratiques communes
de regrouper tous les les totaux des 3 chlores, 4 chlores, etc., et de faire une représentation graphique, ça nous donne une empreinte, une signature chimique qui nous permet assez rapidement de distinguer des sources quand il y a des sources identifiables. Fait que ça, c'est ce qu'on fait avec les BPC. Même chose pour les dioxines. On peut faire l'identification, on fait les profils chimiques de nos échantillons en faisant des empreintes comme ça. Et c'est lorsqu'on a des sources claires dans des dossiers de contamination, c'est très utile, ça marche très bien. Donc, on parle d'une présence environnementale qui est connue. Il existe une littérature abondante là-dessus. Par contre, c'est pas sur Google que vous allez trouver toute cette littérature-là. Beaucoup de ces travaux-là, ça a été fait dans les 70, 80, etc. C'est pas sur Google, il faut creuser un peu plus, mais il y en a de la littérature. Je dis c'est pas sur Google. Il y a moyen d'en trouver Google aussi. Donc, les BPC dans multiples produits, ils sont dispersés sur la planète entière. On les trouve dans tous les compartiments de l'environnement de la planète. Dioxine, même chose. La dispersion et la destruction de ces produits-là, bien, la dispersion, c'est essentiellement une question de c'est des produits semi-volatiles. Ils ne sont pas très volatiles, il y a une certaine volatilité. Donc, la volatilisation, transport aérien, déposition, et le cycle recommence. Il y a une salutation qui va se faire. Et la déposition. Quand on parle de l'eau, ces produits-là ne sont pas solubles dans l'eau, mais ils vont se transporter dans l'eau essentiellement avec les matières en suspension. Ils vont être attachés aux matières en suspension. Et la destruction de ces produits-là se fait dans l'atmosphère essentiellement par l'action des UV, des radicaux libres. Et les moins chlorés de ces produits-là sont détruits plus rapidement, tandis que les très chlorés, comme l'octachloro-benzodioxine, est plus stable. Et en fait, c'est pour ça que dans l'environnement at large, quand on regarde ce qu'on trouve, les échantillons qui ne sont pas près d'une source spécifique, on trouve essentiellement de l'eau cellulaire. Quand on regarde les études qui avaient été faites, on voit qu'il y avait un petit nombre de prélèvements, 22 prélèvements d'eau de surface, des prélèvements de poissons à quelques endroits, les sédiments, un petit nombre de prélèvements, là on parle de 4 lacs et plusieurs ruisseaux. Là. Et pour l'eau souterraine, on parlait de 10 piézomètres, puis les plus hauts voisins, puis quelques échantillons de frottis. Donc au niveau, quand on regarde les études qui ont été faites, je parlais tantôt des problèmes de méthode, quand on regarde ces études-là, on se rend compte que le nombre de prélèvements ne permet pas de statistiques robustes. Donc, comparer 2 valeurs d'un endroit avec 3 valeurs d'un autre, vous savez, statistiquement, on ne peut pas faire grand-chose autre que dire ça se ressemble plus ou moins. La répartition spatiale des données et le nombre des données ne permet pas vraiment de conclure sur les sources de contamination des milieux. Bien que le rapport du ministère en question, eux avançaient, on a identifié la source, ou la source principale. Il n'y avait pas tellement de données pour aller dire ça. Puis, du côté de l'eau de surface, on avait des problèmes méthodologiques. Leur échantillonnage n'avait pas mesuré les MES. Ça fait quand on regarde pour des contaminants comme BPC et dioxine, tout contaminant qui a tendance à s'attacher sur les substances en suspension, assurez-vous d'avoir la mesure des MES dans vos échantillons parce que ça va vous dire quelque chose. C'est très utile. Puis, prélèvement des sédiments, eux avaient utilisé des Ben Ekman. Les Ben Ekman, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste une claque qui prend l'échantillon, donc ça prélève peut-être 10 cm d'échantillon. C'est pas, on ne conserve pas la stratification, c'est juste une pelle qu'on donne un coup de pelle dans le fond de l'étang. Donc, ça ne permet pas de regarder les éléments de stratification qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est difficile de tirer beaucoup de choses de ça. Du côté des interprétations qui avaient été faites, il manquait les informations de base
sur les sources et le comportement des substances visibles. Ceux d'entre vous qui ont regardé le rapport en question, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais quand vous regardez la liste des références à la fin, vous verrez presque rien sur la distribution environnementale de ces contaminants-là. Pourtant, la littérature est abondante. Et on croit, honnêtement, le fait qu'il ait ignoré ou qu'ils ignoraient cette chose-là a peut-être induit ces gens-là en erreur dans leur approche. On parle de source de contamination, donc on veut faire une relation entre un point A et un point B. C'est intéressant dans une telle situation d'essayer de faire un bilan. Il n'y a pas eu d'essai de faire de bilan. Donc, à ce moment-là, il y a une erreur qui est facile à faire, qu'on confond les charges par rapport aux concentrations ponctuelles. On parle d'impact, en fait, il y a de la spéculation dans le rapport. On parle d'impact de l'eau souterraine du LES sur l'eau de surface, mais les observations ne le supportent absolument pas. Et donc, c'était cité comme une source importante pour les rejets antérieurs à 97, mais il n'y avait pas d'informations présentées pour appuyer une telle affirmation. Ça fait que les interprétations étaient en bonne partie de la spéculation. Donc, l'opérateur du LES, comment je suis dans le temps? 15 minutes. 15 minutes? On va pédaler. OK. Donc, il s'est engagé à sécuriser. Pour le consultant, le travail à faire, c'est qu'il y avait plusieurs défis. Il fallait essayer de quantifier le rôle du LS comme source de contaminants via l'air, l'eau de surface puis l'eau souterraine. Il fallait essayer de faire un bilan de la contamination du lac Lavrille. Puis, notre zone d'action, c'était la propriété du LES. Donc, on n'a pas d'accès au terrain des autres. Là. Alors, quantifier le transport actuel, on parle vraiment, vous avez compris, c'est le ruissellement qui est le gros vecteur. Donc, il faut quand mesurer le ruissellement, mesure d'eau souterraine, mais en partant, on sait que ça ne sera pas important. Là, essayer de comprendre la volatilisation. Pour le passé, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé avant 97. Bien, il faut partir des évaluations qu'on a faites aujourd'hui, à partir des données qu'on a maintenant, voir est-ce qu'on peut transposer ça dans le passé et comment. Puis par rapport à disons, le rôle comme contributeur, il faut faire un bilan. Pour l'eau souterraine, ce n'était pas un vecteur important, c'était essentiellement une question de valider ce qui était assez évident par rapport au transport de ces produits-là. Pour la question du lexivia, il fallait évaluer le volume, la qualité, puis essayer de comprendre le traitement et son impact. Pour l'eau de surface, il fallait essayer de comprendre comment l'eau de surface se contamine. Parce que là, on a un site d'enfouissement qui est vraisemblablement contenu. Puis ensuite, il fallait évaluer les volumes et les apports. Et le mécanisme de contamination de l'eau de surface, il était relativement simple à comprendre. On a là un site d'enfouissement qui a été mis en place en 1975 avec la conception de l'époque. C'est un site d'enfouissement qui est sur je crois que je peux passer à suivant. Oui, c'est ça. C'est un remblai, c'est sur les tiles avec des drains au pied pour capter le lexivia. Donc, il y avait un système de drainage mis en place et avec un recouvrement journalier de sol. Et plusieurs phases dans l'historique, donc avec des arrêts d'enfouissement, puis d'autres couches de recouvrement, et avec un fossé périphérique qui collecte ce qui sort. Et le problème d'émission de lexivia de ce site-là, c'était pas par les drains souterrains, c'était tout simplement que la stratification du site d'enfouissement par les recouvrements saisonniers, journaliers, quoi que ce soit, créait une stratification avec des barrières semi-perméables, des nappes perchées qui s'écoulent sur le côté et qui coulent à la surface des recouvrements. Donc, c'était ça vraiment la source. Et on a pu identifier ça comme étant la source. Donc, c'était des écoulements épisodiques qui apportaient un peu de lexivia.
Donc, c'est ce qu'on a observé. En regardant le bassin d'aération, sédimentation, on s'est rendu compte qu'avec les données de contrôle, le traitement du Lixivia enlevait 90% plus des BPC. Quand on regarde l'étang, on regarde les sédiments de l'étang, on constate que effectivement, parce que l'étang, c'est un bon témoin de ce qui sort du site d'enfouissement vers la brique, parce qu'il est à mi-chemin, il est beaucoup plus proche, il n'y a pas beaucoup d'autres sources d'alimentation en eau qui passent par l'étang. Il y en a un peu, mais c'est pas important. Fait qu'on observe effectivement une concentration supérieure de BPC dans l'étang. Donc, c'est clair que le site d'enfouissement était une source de BPC. Pour dioxine, pas vraiment. Donc ça, c'est ce qui, en 2006, c'est ce qui a mené à la fin des études. Il y a eu une présentation qui a été faite par, ça c'est un extrait d'une présentation faite pour le compte d'Intersant, qui fait une présentation aux citoyens, qui faisait un bilan de ce qu'on avait observé. Donc, juste, bon, je vais pas assez vite là-dessus, je crois qu'on... Juste un rappel, tout au long de cette histoire-là et des controverses ou quoi que ce soit, qu'on s'inquiétait de la contamination du poisson ou quoi que ce soit, mais le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement ont toujours clairement dit à la population qu'il n'y avait pas de risque pour la santé humaine lié à la contamination des poissons ou à la contamination des autres compartiments de l'environnement. Ça a été bien dit, donc il n'y a pas de faute à personne là-dedans. Néanmoins, il y a des problèmes à l'autre bout. Et quand on regardait, nous, on comparait un peu les teneurs. Quand on regarde les teneurs des poissons, le lac Lovering, quand on compare aux autres poissons de la région, c'est pas plus élevé, c'est dans la même gamme de valeurs. C'est difficile à distinguer. On n'a pas de statistiques robustes. Vous voyez, j'affiche le nombre de données qu'il y a là, et c'est les données qui viennent des résultats du ministère. Néanmoins, quand on regarde ça, il n'y a pas vraiment de distinction. Donc, s'intéresser spécifiquement à lac Lovering, on ne sait pas trop pourquoi. Quand on parlait de l'étude, on disait qu'on avait clairement dit que les eaux du fossé de drainage, c'était la source de BPC. C'est vrai, on l'a vu. Puis par contre, quand il parlait de drainage de l'eau souterraine comme étant une source de BPC, ça, c'était pas vrai. C'était pas fondé. Et le ministère parlait que les boues d'épuration étaient vraisemblablement la source importante des BPC et dioxines dans l'enfouissement. C'est pas trop important pour le débat, mais quand on regarde qu'est-ce qui rentre dans le site d'enfouissement, avec tous les déchets qui rentrent, c'est pas évident que c'est la seule source. Là. Nous, on présume que dans les déchets, il y a des matières qui contiennent de ces contaminants-là. C'est pas juste les boues. Et quand vous regardez la lixiviation potentielle d'une boue pour ces substances-là, quand on regarde les concentrations en place, avec de l'eau, vous n'êtes pas capable d'extraire ces substances-là d'une boue. La relation là, avec les matières solides là, est trop forte. Quand on regarde les sédiments, partout, on voit que les sédiments qui sont observés respectaient les critères. Il n'y a pas beaucoup. Quand on parle de critères pour les sédiments, là, vous êtes dans un domaine qui est entre la réglementation et des vœux pieux. Donc, il existe toutes sortes d'objectifs de qualité qui peuvent être publiés. Donc, quand on parle de ces choses-là, vous pouvez regarder le détail. C'est pas tout du noir et blanc, mais il y a des chiffres qui sont publiés, donc on compare à ces chiffres. Les boues en question, en fait, ils étaient enfouis là. Il y a des traces de BPC dedans. Ces boues-là auraient pu être utilisés pour l'épandage des terres agricoles par rapport à ces contaminants-là. Ils respectaient les critères d'épandage. Donc, ce n'est pas des substances qui étaient très contaminées. Bon, ça, c'est les données. Passons. En abordant cette étude-là,
une des choses qu'on cherchait, en étant familier avec la littérature, on sait qu'il y a une répartition dans l'environnement de ces substances-là. Il y a très peu de publications sur le Québec qui concernent ces contaminants-là dans l'environnement. Alors, on a dû se rabattre sur qu'est-ce qui existe dans la littérature sur les terrains voisins, donc en Ontario, aux États-Unis, etc. Il existe des données qu'on peut rapporter, mais comme c'est du transport continental, ces données-là sont néanmoins pertinentes. Et donc, en comprenant que le transport atmosphérique est très important dans la distribution de ces contaminants-là dans l'environnement, on croit que c'est le bruit de fond venant de ces contaminants-là était très important. En fait, comme le mercure dans les lacs, c'est le transport atmosphérique qui est la source de beaucoup de ces contaminants-là. C'est une chose qui avait été négligée et omise dans les études. En fait, le gros défaut des études, c'était d'omettre ces choses-là. Par rapport aux critères ou quoi que ce soit sur ce qu'il y avait sur le site et hors site, toutes les normes étaient respectées, il n'y avait pas de risque pour la santé. Et donc, par rapport à l'eau souterraine, je l'ai dit tantôt, BPC, etc., ne migrent pas avec l'eau souterraine. Alors, c'est clair que le ruissellement vers le lac Lovering est le principal vecteur. Puis les BPC sont liés, sont intimement associés au MES. Il y avait des pertes intermittentes de l'EFIA sur les pans de l'enfouissement. C'était ça, la source des teneurs qui excède les bruits de fond. Puis on peut quantifier. On pouvait quantifier ces pertes-là. Et ainsi, on peut aussi quantifier les divers apports au lac Lovering. Ça, c'est le lac Lovering. On vous montre sur cette carte-là les ruisseaux qui ont été mesurés par le MEF. Vous avez divers ruisseaux, comme cours d'eau Campagnard, ruisseau Alger, et divers points comme ça qui avaient été mesurés par le ministère de l'Environnement dans leurs études. Ça, c'est le ruisseau sans nom qui draine le LES. Donc, il y avait une ou deux mesures de BPC dans l'eau de chacun de ces ruisseaux. Donc, on est d'accord, c'est pas beaucoup de données. On avait plus de données ici, parce qu'on a fait des échantillons à répétition là. On peut estimer le débit annuel de ces ruisseaux-là, que si on connaît l'hydrologie régionale, même s'il n'y a pas d'hydrographe dans chacun de ces ruisseaux-là, on connaît le bassin de drainage. Avec l'hydrologie régionale, on est capable d'estimer. Donc, on est capable de faire une estimation grossière de la charge. On a estimé puis les précipitations en prenant les données publiées dans un document qui est cité là, des études en fait faites au Québec, les BPC dans l'air et dans les précipitations. On peut estimer qu'au total, il y avait quelque chose comme 6 grammes par an de BPC qui tombaient sur la surface du lac. Les contributions totales de tout ça, on parle disons, du ruisseau Saint-Mont, le site qui draine le LES, c'est d'1 gramme par an. Et les autres valeurs sont de l'ordre d'1 gramme. Quand on regarde ce qu'il y a dans les sédiments du lac, encore là, juste 2 données, mais ces données-là sont du même ordre de grandeur de ce qui est observé dans les autres lacs de la région. On parle de 6 mg par kilogramme, quelque chose comme ça. Si on prend 10 cm de sédiment, ce qui est la couche, c'est ce que prélève la Ben Ekman, on peut estimer une masse totale potentielle de 4 kg dans tous les sédiments du lac. C'est plusieurs kilomètres carrés, ça. Il y a des millions de tonnes de sédiments dans cet ensemble-là. Quand on regarde ce qui vient du LES en passant par le ruisseau sans nom, sur les apports totaux actuels, on regarde les apports totaux de l'ordre de 14 grammes. Plus ou moins une marge d'erreur assez importante, néanmoins, c'est l'ordre de grandeur. On ne parle pas d'1 kilogramme, on ne parle pas d'un dixième de gramme. C'est l'ordre de grandeur dont on parle. Donc, le LES est une
peut-être 10% de la contribution à l'ensemble. Néanmoins, quand on somme toutes les contributions qu'on peut évaluer aujourd'hui avec les données qu'on observe maintenant et qu'on regarde la masse totale, on parlait tantôt de 4 kg, ça peut être 2 kg, 1 kg, mais pour cet ordre de grandeur-là, on sait que les BPC, ça fait 50 ans qu'il y en a. Avec l'apport actuel, d'aucune façon on atteint ce total-là. C'est clair que l'historique passé a eu des apports plus importants. Et on pourrait spéculer, mais disons, je n'irai pas dans la spéculation sur les diverses sources potentielles. Et quand on regarde l'historique, on peut estimer avec la charge de la comptabilité des LIXIA du LES pour la période de 80 à 97, qu'est-ce qui a été relâché dans l'environnement, on peut estimer que l'ordre de grandeur peut-être 50 grammes par rapport. Fait que même là, le LES n'était pas une grosse source sur le total qu'on peut observer. Fait que, en fin de compte, il y a eu un BAP parce que c'est un site d'enfouissement qui voulait obtenir un agrandissement, donc il devait avoir une autorisation. Pour avoir une autorisation, ça demande un BAP. Et devant le BAP, l'analyse de la situation qu'on a présentée par rapport au BPC a été acceptée et retenue par le BAP. Et lors du BAP, à l'incitation du BAP, on a vu sortir des données inédites que le ministère a. Le ministère a beaucoup plus de données que ce qui est publié. Il y a énormément de données qui ne sont pas publiées. Et là, on a vu des données sur les BPC de l'environnement au Québec qui, en fait, auraient dû... Il n'y avait pas de surprise. Et ce qu'on observait dans la région n'était pas différent de ce qu'on observe ailleurs. C'est en grande partie du bruit de fond. Il existe des contaminations locales et ponctuelles. Il existe un bruit de fond important. Et en fin de compte, malgré le fait que le ministère de l'Environnement et aussi la direction régionale de la santé avaient répété plusieurs fois que ce qu'on observait ne mettait pas en risque la santé des gens. Mais ça, les gens ne l'avaient pas compris. Ça, c'est important, comment les choses sont communiquées, parce que les gens entendaient parler de ces substances-là comme contaminants de l'environnement. Les contaminants, ça veut dire une chose quand les scientifiques, mais en communication générale pour tout le monde, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Moi, j'étais aux audiences VAP et j'ai vu les gens qui étaient soulagés de comprendre finalement que ce n'était pas dangereux pour eux ce qui se passe. Alors, donc j'ai donné une histoire avec le ministère. C'est heureux, les documents du ministère sont publics. Les histoires comme ça, c'est pas unique au ministère. En fait, le ministère en général, il y a plus de rigueur que ce qu'il y avait dans ce dossier-là. Mais c'est assez fréquent qu'on voit que l'approche scientifique n'a pas été suivie. Quand on parle d'approche scientifique, c'est toute la chaîne de comprendre les hypothèses, les vérifier, mais aussi c'est de comprendre, d'aller chercher le bagage de connaissances. Tantôt, j'ai parlé que dans la référence du document, on ne parlait pas de la littérature. Il existe des connaissances, et surtout quand vous êtes en environnement, c'est très souvent des dossiers très complexes. Il faut se donner le temps de regarder la littérature pour comprendre ce qui se passe. Il y a d'autres gens qui sont passés et qui ont compris les choses. Et donc, comme de raison, pas scientifique, il faut valider les observations et les interprétations, puis il faut prendre des approches différentes. On a cherché à aborder le problème de divers points pour voir est-ce que ça se tient. Parce qu'encore là, je dis d'un critique, les données cumulées par le ministère, statistiquement, c'est pas très robuste. On ne prétend pas que les données qu'on a accumulées sont extrêmement robustes non plus. Quand on fait des analyses BPC ou de dioxine à 1000 pièces de l'analyse, vous ne ferez pas 1000 analyses. Ça fait que vous ne ferez pas des belles courbes de statistiques. Donc, il faut regarder un peu de diverses façons. Puis, la question des communications publiques, c'est déjà dit.
Donc, pour les gens qui sont en ligne, vous pouvez utiliser la fenêtre de chat pour poser vos questions. Et ici en salle, s'il y en a qui veulent s'approcher pour qu'on vous entende en ligne aussi, votre question, peut-être on peut rallumer la lumière aussi. Si personne n'en a, j'en ai une de base, peut-être. Vous venez de toucher le point, là, l'argent. C'est quoi d'où vient l'argent? C'est quoi la disponibilité? C'est-à-dire, les gens, ils s'attendent à ce qu'il y ait de bons résultats, etc. Comment on peut leur fournir de bons résultats si vous dites que nous voilà l'analyse? Ben, disons que je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais juste, c'est toujours une question, mais dans toute investigation, la question des coûts est toujours dans l'équation. Ça fait que pour le ministère de l'Environnement eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup d'analyse, même si c'est fait par le laboratoire du ministère, parce que même si c'est fait par le laboratoire du ministère, ça coûte quelque chose. Eux, je sais que le suivi dans la région du ministère, il y avait quelque chose comme 300 000 $ dépensés par le ministère là-dedans. Puis de l'autre côté, l'entreprise qui a payé pour les consultants et les laboratoires pour faire leurs travaux, ben eux, c'est une grosse entreprise et qui avait un projet de développement à cet endroit-là. Donc, ils étaient prêts à payer des études et payer des frais. Mais vous seriez dans une autre situation, quelqu'un vous lance en l'air qu'il y a une telle contamination à tel endroit, qui va payer les analyses? Très bonne question. Parce que ma sous-question, c'était le géologue en face, le consultant, etc. Je suis hors circuit, je suis à la retraite, mais et pas sur un sujet comme ça. Mais à quel moment on peut accepter de participer, ou bien on dit, excusez-moi, avec les possibilités, je ne peux pas. Il faut gagner sa vie, mais je ne peux pas parce que je sais à l'avance que mes résultats seront chambranlants, si vous permettez. Alors, ouais, c'est là que vous avez toujours une question du choix de méthode. Puis ensuite, lorsqu'on communique les résultats, comment on les communique? Parce qu'il y a des degrés de certitude, il y a de l'incertitude. Et l'incertitude, c'est une réalité de la vie, puis des limites de confiance, c'est une réalité qu'on accepte et qu'on doit pouvoir communiquer. Et dans ces dossiers-là, c'est Voltaire qui avait dit l'incertitude est inconfortable, mais la certitude est. Voilà. C'est pas de la folie, j'oublie son. Comme il l'avait dit. Merci. Merci. Une question qui est en train de s'écrire. M. Bolduc demande quelles actions ont été prises pour freiner la charge des BPC suite au constat? Ben en fait, au niveau pour l'enfouissement, eux, ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait des modifications pour s'assurer qu'il n'y avait pas des pertes de surface qu'on a absorbées à cause de ces modifications. Ça veut dire qu'ils sont allés avec des pelles, puis ils ont creusé des tranchées au travers de l'enfouissement pour s'assurer qu'ils coupaient ces écoulements horizontaux-là pour que ce soit bien droit, que ça descende au drain. Disons, techniquement, c'était assez simple. C'est juste de mettre la pelle dessus. Monsieur? Oui, bonjour, monsieur. N'empêche que plusieurs sites d'enfouissement, un peu partout dans le monde, sont des bombes à retardement. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle sur ceux qui étaient envoyés sur le site. D'ailleurs, actuellement, on fait le contrôle au niveau des substances radioactives, mais c'est tout ce qu'on fait comme contrôle à l'entrée du site. Donc, il y a toujours un risque qu'il y ait des concentrations excessives dues à disons, une certaine source spécifique. Parce que le tout est envoyé dans le pack à vidange, là. Ah oui. C'est clair qu'un site d'enfouissement, c'est un site de déchets. Des choses qu'on rejette, et le rejet n'est pas contrôlé. Ça fait que c'est clair que c'est des terrains qui sont pleins de substances contaminantes. Et le défi est toujours de contrôler la migration de ces choses-là. S'il reste là, correct, c'est une décision qu'on a faite de déplacer là. Si ça sort de là, problème. Il faut les gérer. Oui,
je pars du principe que tous les sites d'enfouissement, on a dû connaître c'est quoi les conditions naturelles au départ, le benchmark avant l'opération. Mais ça n'a pas été fait, c'était pas une préoccupation environnementale dans le temps, là. Mais l'abondance naturelle de produits synthétiques est difficile à établir. C'est pas le cas de ce qui est inorganique. Mais tout ce qui est synthétique, organique, là, c'est difficile. Ben, mais quand on parle des produits synthétiques ou organiques, il existe, disons, je parlais tantôt des POP, là, des substances, des polluants organiques persistants qui sont répandus dans l'environnement. On n'a pas nécessairement localement de l'information, mais régionalement, on a de l'information. Ça fait que les bruits de fond, donc moi, j'étais familier avec cette information-là. Ça fait que quand j'arrive, je vois le dossier qui me parle des dioxines, je regarde les chiffres, je dis, c'est du background, c'est les mêmes chiffres que je vois en Ontario, en Colombie-Britannique, etc. Ça fait que c'est juste du bruit de fond, tandis que là, s'il m'était arrivé avec un chiffre nettement plus élevé, j'aurais dit, oups, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans les chiffres de background. La littérature nous donne l'information. Pas besoin d'aller le mesurer à chaque site. Dans la mesure où on est prêt à reconnaître qu'il y a du bruit de fond, et aussi quand on a un problème localement, mais là, il faut comprendre ce qui se passe. Il y a quand même un problème là, dans ce que vous dites. Si on n'a pas de contrôle au départ, il va bien falloir que l'entrepreneur, la collectivité, assure quand même un minimum de contrôle. Parce que c'est au niveau actuellement, c'est pour ça que les sites d'enfouissement sont conçus pour essayer de contenir. Okay. Parce que, donc, il y a des règles, il y a des normes sur qu'est-ce qui peut aller dans le site d'enfouissement. Les déchets dangereux ne sont pas autorisés, mais votre petite pile au mercure que vous avez jetée dans la poubelle, elle se retrouve dans le site d'enfouissement. Donc, un industriel qui produit des piles au mercure n'enverra pas ces déchets-là. Parce que lui, il y a un site spécial où il y a un endroit où il travaille. Mais vous, votre petite pile, là, il va. Mais ça, c'est la théorie, monsieur Liard. On a mis des années à arrêter les gens qui mettaient les huiles de vidange sur les chemins au Québec parce que l'été, ça faisait de la poussière. Je l'ai vu à côté de mon chalet, moi. Et puis, bon, non, c'était pas interdit, c'était permis. C'était même souhaité. Des anti-poussières. Oui, c'est ça. Et peu importe. Et en fait. Ça allait dans le lac tout de suite, là, peu importe. Là. En fait, disons, quand on regarde la question des BPC dans l'environnement, les endroits où il y a eu de l'épandage d'huile usée, on peut se poser la question, quel était l'étendard BPC des huiles usées? Parce que comme vous avez vu tantôt, les BPC étaient utilisés dans un paquet de produits, pas juste dans les transformateurs. Ce qui peut en avoir, au travers des huiles usées qui ont été épandus sur les chemins. Mais tout ça, disons que dans le sous-sol, ça ne bouge pas beaucoup, puis ça ne se dégrade pas beaucoup. C'est pas grand-chose qui se passe avec ça, à moins que vous ayez un volcan qui sorte là, mais autrement, rien de plus. Quand ils sont dans le cycle atmosphérique, avec le temps, ils disparaissent. Et c'est là. Est-ce que l'OGQ aurait un rôle à jouer pour éclairer le public? Parce que, je vais prendre un petit exemple qui va amuser le monde, mais le long de l'autoroute 10 vers Sherbrooke, si vous vous souvenez, dans le passé, la ligne RTL, des cantons de l'Est, ça en a fait couler un peu d'encre, et peut-être même des manifestations. Puis là, aujourd'hui, on prend l'autoroute tous, et puis la ligne est là, et puis on est, je vais dire peut-être, on n'est pas mort, et puis on est content d'avoir l'électricité à la maison quand on rentre. Et je veux dire, vous avez soulevé le problème que les gens ont peur, qu'il y a des informations pour le moment, ou tout simplement de la non-information. Alors moi, je me demande si, sans nous couper l'herbe sous les pieds, parce que si on déclare qu'il y a plus de risques nulle part, on n'aura plus de travail, peut-être. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait tant à la source, le contrôle de l'honnêteté du monde qui vous dites il ne faut pas mettre les choses, mais on sait que la nature humaine, c'est que les gens, ça coûte moins cher, donc on le met. Après, il faut le contrôler. Et puis après, on le contient ou on ne le contient pas. Avez-vous des opinions prospectives sur le devenir de l'environnement? Disons que d'emblée, il y a 1000 géologues dans l'ordre des géologues, puis il y a 8 millions d'habitants au Québec. On serait bien prétentieux de dire qu'on va changer les mœurs des gens.
chacun dans notre côté, on peut tenter d'éduquer les gens. Et l'ordre peut publier des choses, mais le défi est un peu grave. Ouais. Mais disons, tantôt, je disais que l'histoire, c'était bien fini, ça s'est bien fini pour pas mal tout le monde. Par contre, Bestan, qui eux demandaient un agrandissement de leur site, ils n'ont pas eu l'agrandissement. Mais ça, c'est un processus du pape. Puis le refus de l'agrandissement n'avait rien à voir avec la question qu'on traitait. Les raisons du refus, ben, c'est la raison commune. Acceptabilité sociale. Ah ouais. La non-acceptabilité. L'acceptabilité sociale, c'est acceptable en autant que c'est là-bas. Ouais. Pas chez nous. Pourquoi c'est un interflux en passant? Pourquoi en haut, là? Pourquoi on a mis le site en haut de l'interflux? Puisque là, automatiquement, Bon, ça coule partout. ben, C'est juste une question bête. Là. oh, ben, c'est un interflux, mais c'est un interflux que s'il y avait eu un canard, pas un canard, un castor à 50 mètres d'un bord ou de l'autre, ça aurait coulé dans l'autre sens. Là. C'est pas, Ah oui, ok, d'accord. on n'est pas dans. Merci beaucoup. Bon, je pense que ça. Est-ce que, je pense que des cas comme ça, il y en a d'autres qui courent quelque part, suspectent des choses. Si tu viens faire la conférence aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu pour alerter les gens qui sont à ton écoute là. Ben, disons qu'en environnement, les gens qui écoutent, qui travaillent dans le domaine, ont tous vu, tous, j'en suis convaincu, des rapports qui sont plus ou moins bien faits. La plupart de ces documents-là ne sont pas publics, ça fait que je ne peux pas en faire une présentation, puis je n'essaierai pas de présenter tout, là, j'ai juste utilisé ça comme exemple. Dans le débat public de l'environnement, c'est le débat du n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand je parle des questions environnementales, il y a une donne fondamentale qu'il ne faut jamais oublier. Tous sont partie prenante de l'environnement. Tout le monde vit dans l'environnement. Tous sont partie prenante, donc ils ont le droit à vouloir quelque chose. Mais dès qu'on commence à parler des questions techniques en environnement, ça devient technique, spécialisé, pointu assez vite. Donc, on perd tout le monde assez vite. Et ce qu'on voit dans les médias, ça n'a pas trop rapport. Mais voir des travaux mal faits, des rapports mal montés, ça va des petites études de caractérisation sur un terrain grand comme ma main, à des études acides. Ça, c'est des études complexes, multicompartiments et tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'études comme ça. Il y a une dernière question, ici en ligne de Julie du Couvert RBS. Si vous êtes au courant, je ne sais pas, mais que pensez-vous du cas de contamination des lagunes de Mercier? Est-ce qu'elle pourrait préciser sa question parce que j'en pense beaucoup de choses? Julie? Un aspect en particulier? Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est. C'est que je l'ai mis dans la mémoire au bac en septembre, en octobre. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Que faire pour régler la problématique? Que faire pour régler la problématique? Écoutez, à moins de mettre des centaines de millions dans l'assiette, on va devoir contrôler ce site-là pour l'éternité. Parce qu'il y a des. Parce qu'on parle de ce qui nous intéresse en particulier là, c'est des contaminants organiques. Essentiellement, c'est les solvants organiques qui sont vraiment d'intérêt. Ils sont très mobiles, ils sont denses, donc il y en a qui ont bougé, et c'est des contaminants qui sont, même si vous en avez 1 litre, ça fait des petites quantités, mais les teneurs, les seuils d'intérêt pour la santé sont très bas. Ça fait que quand on a quelques PBB dans l'eau, tant qu'il y a quelques PBB qui peuvent sortir, on va devoir contrôler. Si on voulait mettre bien de l'argent sur le site, pas pour obtenir 100% de solution, mais réduire à, je sais pas, 90 à 99%, on pourrait envisager de faire de l'excavation, des traitements thermiques, des choses comme ça, pour extraire les solvants, la grosse masse de solvants qui est là. Donc, il resterait juste des choses en périphérie sur lesquelles il faudrait continuer la surveillance.
Mais espérer 100%. Non, non. C'est parti dans le big mountain qui est fracturé, cassé. Ah oui, c'est des fissures. Si des gens sont intéressés, ici, le professeur Maurice Morancy, qui a pris sa retraite, a fait des grosses études là-dessus avec des éléments radioactifs, etc. Et c'est très intéressant parce qu'il était arrivé à ces conclusions que les piézomètres à 500 mètres, à 1 km, c'était fini, c'était au-delà. Mais autrement, ça nous a fait l'objet de beaucoup d'études très intéressantes. Des dizaines de millions. À l'échelle mondiale, partout dans le monde. Ouais. Merci La beaucoup. Mercier sont cités. Ouais. Ben, Lagune de Mercier, là, l'étude, c'est Lagune de Mercier. C'est contemporain des études de Lac Canal. Ouais. Merci à tous d'avoir été en ligne aujourd'hui avec nous. Merci, M. Gage. Très intéressant. Donc, déjà, je peux vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu le 15 décembre avec un étudiant au postdoctorat à l'UQAM, Sophie Bouillon, qui va venir nous parler de la détection et de la migration des gaz dans les milieux géologiques. Donc, comme d'habitude, les informations vous seront envoyées par courriel. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Je vais vous apporter de l'eau moulée.